Oui, très bien. Super. Bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin pour ce webinaire. Du coup, on va passer 30-35 minutes ensemble, jusqu'à peut-être 45 minutes pour discuter ensemble du sujet des meilleures pratiques pour le développement et le déploiement d'applications. Je vous présente rapidement l'équipe qui est là ce matin pour animer cette présentation. Donc, il y a Yannick Robert, responsable de la production pour la mobilité pour Sully Group. Olivier Audelon, Bonjour. qui est directeur mobilité pour Sully Group. Bonjour à Et puis tous. moi-même, Adrien Blaise, donc je suis en charge des déploiements pour Appaloosa, le deuxième co-organisateur de ce webinaire. D'ailleurs, justement, en passant, je crois, à la slide suivante, on va vous dire un mot rapide sur ces deux entreprises avant de démarrer pour que vous sachiez nous situer, voir un peu qui on est. Donc Appaloosa est une startup qui propose une solution SaaS d'App Store privé pour entreprises. On existe depuis un peu plus de 5 ans et on travaille avec plus de 100 clients en B2B et on adresse trois cas d'usage principaux, le bêta test, la livraison d'applications en entreprise et puis le déploiement B2E. Et avec nous, Sully Group, qui est une ESN, près de 400 personnes, qui existe depuis près de 40 ans, basée un peu partout en France, notamment là, je crois que mes collègues sont à Lyon. Ils accompagnent les grandes entreprises dans leur transformation digitale avec un centre de services dédié à la mobilité et un positionnement qui est multi-technologie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On a un système de chat sur le webinaire dans l'outil GoToWebinar. Donc, vous pouvez les poser directement là. On y répondra à la fin, en fin de présentation. On prendra le temps pour répondre à toutes les questions. Puis, si vous en avez en cours de route, n'hésitez pas à les poster là. Vous avez, je l'imagine, déjà une application mobile d'entreprise. Pour les 2 tiers des entreprises, c'est déjà une priorité de développement et elles comptent poursuivre leur investissement là-dedans sur les 3 prochaines années. Par exemple, aux US, 59% des employés ont déjà 5 à 10 applications mobiles qu'elles utilisent pour leur travail. Donc ça fait vraiment, c'est des applications qui sont essentielles. Ça leur fait gagner individuellement environ 240 heures de travail par an. C'est pas anodin. Donc on se rend bien compte que fournir une application pour ses employés, c'est essentiel. Pour 85% des entreprises, elles sont dépendantes de la capacité des employés à pouvoir accéder à leurs applications pour pouvoir travailler au quotidien. Vous en avez sans doute déjà une, 10, 15, 20 applications mobiles. Vous avez peut-être même des applications mobiles dont vous n'êtes pas au courant, qui ont été développées par d'autres métiers, par d'autres entités dans l'entreprise. L'idée aujourd'hui, ça va être de travailler avec vous, de vous donner toute une série de pistes pour voir comment gérer au mieux ces applications. Avec Appaloosa, ça fait 5 ans qu'on est sur le terrain, au contact des responsables métiers et de toutes les personnes qui ont affaire à des applications mobiles. Sully Group travaille également depuis plus longtemps encore sur tous les sujets mobiles avec de grandes entreprises. Et les demandes qu'on reçoit régulièrement, c'est comment je dois procéder quand je veux développer ma nouvelle application. Il y a plein de questions. Est-ce que j'ai besoin d'une app? Comment je vais la faire? Quelle technologie je dois utiliser? Qui va la développer? Comment je vais en assurer la qualité sur le long terme? Comment est-ce que je m'assure que les gens la téléchargent, qu'elle est efficace? Ça, c'est des questions, de nombreuses questions qu'on a quand on veut créer une application mobile. Et notre objectif à nous, aujourd'hui, c'est d'éclairer un peu votre chemin à travers cette jungle de questions en abordant certaines questions clés et en vous donnant des éléments concrets, actionnables, pour avoir toutes les clés de décision par la suite. Voilà les quelques questions qu'on vous propose d'aborder pendant ce webinaire. Aujourd'hui, la première, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'une application? La seconde, c'est quelle technologie je vais devoir utiliser pour créer mon application. Ensuite, on va aborder le sujet de comment assurer la performance de cette application, puis comment finalement la rendre disponible aux personnes cibles pour cette application-là. Du coup, je vais laisser la main à mes partenaires de Sully Group pour vous détailler un peu plus les 3 premières questions. Et puis, je réinterviendrai un peu plus tard.
Voilà, donc effectivement, la première question que l'on peut se poser, c'est ai-je vraiment besoin d'une application? Alors pourquoi envisage-t-on de créer une application mobile? Souvent, un des objectifs peut être de proposer un accès depuis les mobiles ou tablettes à des sites ou des services qui existent déjà, par exemple sur une application web. Dans ce cas, il est possible d'adapter tout simplement l'interface du site pour le rendre responsive avec une ergonomie destinée aux terminaux mobiles. Par exemple des burger menus, une largeur d'écran qui va être réduite, des médias optimisés. Et donc le site existant, une fois adapté, peut suffire. En revanche, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent nécessiter la création d'une application mobile, car elle reste le meilleur moyen de fournir un service ou des outils que l'on ne trouve pas sur un PC classique. Alors en particulier, on peut parler du mode déconnecté. Lorsque l'application mobile doit être utilisable dans des zones hors connexion, elle va donc stocker des informations localement et ensuite se synchroniser dès le retour de la connexion, dès que la connexion devient disponible ou en tout cas suffisante. Donc c'est une des premières raisons pour lesquelles on peut réfléchir à la création d'une application mobile. Ou alors lorsqu'on a aussi besoin de capteurs que l'on trouve que sur les périphériques mobiles, que sur les terminaux mobiles, ou en tout cas qui sont plus difficilement utilisables depuis un PC. Par exemple le GPS, certains PC possèdent un GPS, mais c'est quand même assez complexe de se balader avec son téléphone à bout de bras pour faire un tracé GPS, par exemple. Autre cas de figure, c'est par exemple tout ce qui est communication sans contact. On connaît assez bien la technologie NFC pour le paiement sans contact sur nos cartes bancaires, mais c'est une technologie qui peut être utilisée dans d'autres cas de figure, comme on peut le voir sur la petite image, par exemple pour valider un titre de transport. Euh, Ensuite, on a évidemment l'appareil photo qui peut servir également à scanner des QR codes ou à utiliser des applications, enfin l'utiliser dans des applications qui intègrent de la réalité augmentée. Enfin, on a aussi le Bluetooth qui permet d'établir des communications, par exemple avec des périphériques électroniques, ou encore les autres dispositifs comme les notifications qui existent sur PC, mais on sait que peu de personnes, peu d'utilisateurs les activent sur leur navigateur web, alors qu'elles sont activées très facilement sur mobile et ça permet de diffuser de l'information en push et donc de rappeler aux utilisateurs qu'ils ont cette application installée sur leur mobile et voilà, de diffuser de l'information pour cibler une rubrique particulière ou une fonctionnalité particulière de l'application. Alors on peut citer également les PWA, donc les Progressive Web Apps, qui offrent une partie des fonctionnalités que l'on vient d'évoquer. Malheureusement, aujourd'hui, même si elles peuvent être très intéressantes dans certains cas de figure, elles souffrent un petit peu de leur dépendance aux différents navigateurs, qui vont pas réagir de la même manière, qui vont pas donner les mêmes fonctionnalités, et donc on a quelques problèmes parfois pour prendre en charge les couches natives finalement d'un périphérique mobile. Voilà, donc je passe la parole à Yannick qui va vous parler de la méthodologie qu'on peut employer pour déterminer la technologie mobile à utiliser sur vos projets. Merci Olivier pour cette présentation sur le sujet ai-je besoin d'une app. Alors, une fois que la nécessité de développer une application mobile est confirmée, vient rapidement une nouvelle question. Mais quelle technologie dois-je utiliser? Aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe un grand nombre de langages et de frameworks pour développer votre application mobile, que l'on peut répartir en deux grandes technologies qu'on voit sur le slide, sur la partie de droite, des technologies dites natives avec des langages comme Java, Kotlin ou Swift, dont vous voyez les icônes sur la partie de gauche, ou des technologies hybrides ou cross-platform avec des frameworks comme Ionic, Xamarin, NativeScript, React ou Unity. Dans cette jungle, pour simplifier, on peut résumer par le fait que les technologies natives permettent d'installer l'application sur un système cible et les technologies cross-platform, elles permettent d'installer sur X systèmes cibles. Aujourd'hui, il y en a deux, iOS et Android.
Donc chaque type de technologie, chaque langage apporte ses avantages et ses inconvénients. Alors comment choisir? Alors une méthode peut être de constituer une grille. Alors on va constituer une grille qui vous aidera à 2 points. Le premier, ça va être de faire le point sur vos priorités, sur vos besoins. Le deuxième, ça va être d'identifier les points faibles et les points forts de chaque langage et technologie. Alors il y a un premier axe qu'on peut déjà donner. Avez-vous besoin d'accéder à 2 OS ou à un seul OS? Donc ensuite, comment on va constituer cette grille? Alors, définissez vos critères. Alors, ça peut être des critères tels que les besoins de performance au démarrage et à l'exécution, la sécurité, la portabilité, l'accès aux API natives, le nombre d'extensions, le coût de licence, le coût de maintenance, la compétence de vos équipes. Pour ce dernier point, si vos équipes sont plutôt des équipes web, vous allez peut-être privilégier certains frameworks par rapport à d'autres. Ensuite, une fois que vous avez défini vos critères, on va essayer de les pondérer. Alors, on va par exemple pondérer ces critères de 1 à 3 et on va leur mettre des notes du 1 pour le moins important et 3 pour le plus important. Et ensuite, pour chaque critère, on va attribuer une note, alors par exemple de mauvais à excellent, qu'on va prendre de 1 à 3 également, à chaque technologie. L'évaluation de ce critère, il va falloir que vous appuyiez pour ça sur une équipe ou un prestataire qui possède une vision objective, transverse et actualisée sur l'ensemble des technologies évaluées. Et ainsi, on va obtenir un score global qui prend en compte les pondérations accordées à chaque critère. Et après, l'objectif, c'est tricher. Alors tricher, qu'est-ce que ça veut dire? C'est accorder une pondération quand même qui est plus élevée à des critères qui vous semblent primordiaux pour votre projet. Alors voici un exemple sur le slide, un exemple de grille. Vous allez obtenir des notes. Donc en colonne, vous avez les différentes technologies que vous allez évaluer. En ligne, vous avez les différents critères. Et ça va vous permettre de sélectionner la bonne technologie. Alors, merci Yannick. Donc derrière. Attention Olivier, je pense qu'on ne t'entend pas. Pardon, excusez-moi, j'ai effectivement coupé mon micro, donc je remercie Yannick. Et je disais effectivement, la question qui va arriver derrière, c'est comment on va assurer la performance de l'application. On l'a vu précédemment, le choix de la technologie peut être déterminant pour la performance de votre application. Elle est dépendante bien sûr de la façon dont cette technologie sera utilisée, avec du code de qualité, une bonne connaissance et une bonne utilisation des librairies mises à disposition. Elle est donc fonction de votre prestataire et de l'expertise de ses équipes de développement. Alors, au-delà du code, comment vérifier la qualité tout au long du projet? Les méthodes de test et les outils mis à disposition pour tester l'application et l'améliorer sont absolument primordiaux. Les deux problématiques principales qui se posent en général, c'est comment je peux tester donc sur l'ensemble des périphériques cibles et comment je vais pouvoir diffuser rapidement mon application auprès des testeurs, des panels utilisateurs lors des phases de conception et de développement de mon application. Alors cette première question, comment tester votre application sur l'ensemble des périphériques cibles? Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plus de 24 000 configurations Android, par exemple, disponibles dans le monde. Donc un grand nombre également de configurations Apple finalement. Alors ce que l'on appelle une configuration, c'est l'association entre un terminal, donc qui aura une marque et un modèle, et la version de l'OS sur lequel il sera diffusé. Alors version de l'OS, c'est pas simplement Android iOS, c'est toutes les versions et sous-versions que l'on va pouvoir trouver.
Et en plus de ça, on va avoir des constructeurs qui rajoutent une surcouche logicielle. Et donc, en combinant l'ensemble de ces éléments, on arrive à un nombre quasi incalculable de possibilités. Donc c'est un vrai problème, car il est finalement impossible de tester son application sur l'ensemble de ses configurations. Donc votre application ne sera pas forcément destinée à un marché mondial, mais seulement peut-être diffusée au sein de votre entreprise. Donc la problématique est un petit peu différente. Malgré tout, il va falloir trouver un moyen d'avoir un panel représentatif du parc cible et du type de configuration cible qui sera utilisé pour votre application. Alors si vous êtes dans le cas d'une application diffusée au sein de votre entreprise, vous fournissez peut-être un modèle précis de périphérique, mais parfois votre application sera aussi diffusée sur les périphériques personnels de vos employés, dont vous ne maîtrisez pas finalement la configuration, justement, les différents modèles de périphériques et les différentes versions d'OS. Alors voilà, nos conseils pour assurer les tests sur les différents périphériques cibles, c'est peut-être dans un premier temps, mais seulement dans un premier temps, vous pouvez utiliser des simulateurs. Donc quand on parle de premier temps, c'est plutôt en phase de conception et de développement. C'est plutôt les équipes de développement qui vont utiliser différents simulateurs, si possible avec plusieurs configurations simultanément. Mais il est essentiel dans votre projet de rapidement passer sur des tests sur périphérique réel. Donc vous devez posséder, ou votre prestataire doit posséder, un parc important de périphériques. Ensuite, pour compléter, parce qu'on l'a vu, il y a un très grand nombre de configurations, et donc même avec un parc important, on ne pourra pas tout cibler. Nous, ce que l'on conseille, c'est de faire appel à des systèmes cloud qui permettent d'accéder à plusieurs milliers de périphériques réels. Alors on peut citer par exemple des outils comme CTest, BrowserStack, Visual Studio, App Center, ou encore STF, qui vous permet de créer votre propre système cloud sur toujours donc des périphériques réels. Donc vous allez pouvoir accéder à ces périphériques, envoyer votre application, déterminer la configuration sur laquelle vous souhaitez la déployer et donc réaliser via un navigateur finalement à distance l'ensemble de vos tests. Voilà, vous pouvez également obtenir d'ailleurs les logs du périphérique et même faire du débugage à distance grâce à ces systèmes. Ensuite, un autre moyen, donc là aussi, c'est adapté en fonction de vos cibles et du nombre de configurations que vous estimez. Vous pouvez utiliser des systèmes de crowd testing, donc du test participatif. Donc plusieurs sociétés proposent ce type d'outils et ça permet donc sur une communauté mondiale de désigner un ensemble de testeurs qui respectent une charte de test et qui vont faire remonter d'éventuelles anomalies, des choses à améliorer sur votre application. Et donc, on peut s'adresser à plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'utilisateurs ou de testeurs grâce à ce type de méthode et grâce au système de test participatif. Alors voilà, donc un petit peu en résumé, nos conseils finalement avec l'ensemble de ces outils qui sont adaptés en fonction de vos cibles sont donc d'effectuer donc les premiers tests en développement pour valider les interfaces sur des simulateurs, si possible sur plusieurs configurations en simultané, de déterminer 8 à 10 configurations les plus représentatives possibles de vos cibles, donc par exemple les configurations les plus répandues statistiquement, pour les tests réels sur périphériques réels au sein de votre parc. Ensuite, élargissez avec encore 8 à 10 configurations sur périphériques réels accessibles via un cloud. Ensuite, il faudra combiner des tests manuels avec des tests automatisés.
ni faire que du manuel, ni que de l'automatisé. Hein. On connaît les avantages et inconvénients de chacune des méthodes. Ce qui est intéressant, c'est de combiner vraiment les deux méthodes. Et enfin, comme je le disais précédemment, vous pouvez utiliser un service de test participatif qui va vous permettre d'élargir encore le nombre de configurations et peut-être d'avoir quelques cas particuliers aussi et de pouvoir donc vraiment débugger votre application, améliorer ses performances dans certains cas et donc garantir d'une certaine manière au maximum la qualité sur l'ensemble des configurations cibles de votre application. Alors ensuite, justement, pour pouvoir réaliser ces tests et pour pouvoir diffuser rapidement votre application, on a donc, une fois qu'on a déterminé ça, il va falloir rendre disponible votre application aux différents testeurs internes ou à vos clients à la fin de chaque phase de développement. Alors, nous le savons, la soumission sur les services de bêta-test de Google et Apple sont souvent des opérations un petit peu délicates, voire problématiques. On est dépendant notamment de la validation d'Apple, avec des délais parfois importants, des allers-retours, avec des soumissions successives. Et donc, c'est un petit peu difficile, effectivement, de maîtriser, dans ce cas, la date à laquelle vos testeurs, internes ou externes, vont pouvoir commencer finalement leur travail. Avec un store privé, comme celui que propose Appaloosa, vous allez maîtriser complètement cette étape. Chaque version de votre application publiée est immédiatement disponible et il est également possible d'intégrer un outil comme Appaloosa dans votre chaîne d'intégration continue pour que chaque version compilée par les développeurs soit disponible directement sur votre store privé et donc potentiellement diffusée à vos panels d'utilisateurs et de testeurs. Voilà, donc je passe la parole à Adrien qui va vous en dire un petit peu plus sur les possibilités offertes et les avantages de la solution Appaloosa. Merci Olivier, oui, effectivement, comme tu le dis, la diffusion de l'application, c'est une étape qui est vraiment clé dans le processus de création d'une application. Malheureusement, c'est souvent une étape qui intervient un peu à la fin de la chaîne de développement. Elle est souvent un peu négligée. Du coup, parfois, si votre application n'est pas si votre application n'est pas accessible aux personnes que vous ciblez, elle ne sera pas utilisée et du coup, votre projet n'aura servi à rien. J'en profite pour vous dire juste, j'ai vu passer une ou deux questions, notamment sur les cas d'usage, on va y répondre un peu plus loin, donc c'est super, n'hésitez pas à poser vos questions. Du coup, vous allez peut-être me dire, finalement, pour diffuser mon app, je la mets sur les stores publics et c'est réglé, je ne vois pas pourquoi il y a cette question-là. En fait, ce n'est pas aussi simple que ça, justement. Les stores d'Apple et le Google Play Store ne sont qu'une solution de déploiement d'applications parmi d'autres. Il existe des stores privés comme Appaloosa, comme tu le disais Olivier, qui permettent une diffusion un peu plus spécifique. Pour choisir, en fait, vous allez devoir vous baser sur un critère clé, le public auquel vous vous adressez. Typiquement, si votre application est destinée au grand public, une application de communication externe, une application pour des clients B2C, une application de jeu, dans ce cas-là, très bien, c'est super. Il faut foncer sur les stores publics, le store Apple Store, le Google Play Store. Ce sont des solutions qui sont parfaitement intégrées à l'OS des devices. Elles proposent une fluidité optimale pour l'utilisateur. Par contre, il faut faire attention parce que la publication n'est pas aussi simple que ça. Il faut prévoir un peu de temps. On a régulièrement des clients qui viennent nous voir en disant on ne comprend pas, on avait prévu un lancement de notre application dans 2 jours, sauf que l'app n'apparaît toujours pas dans les stores publics et puis c'est un peu la panique. Donc, il y a quelques points d'attention si on veut mettre son application sur les stores publics à bien avoir en tête. La première des choses, c'est qu'il faut rassembler beaucoup d'éléments. Il y a des screenshots à rassembler, des descriptions, parfois quelques liens web, des questionnaires à remplir. Il faut avoir prévu ça en amont pour bien se rendre compte et bien préparer la publication. Ça peut prendre quelques jours de tout rassembler. Il y a aussi un temps de validation. Tu le mentionnais à l'instant, qui parfois même n'est pas anodin. Chez Apple, ça peut être 2 à 3 jours, donc dans des apps de test ou dans des apps où on veut vraiment une date de lancement précise, il faut penser à ça. Il y a des règles aussi particulières. En particulier chez Apple, votre app peut être refusée. C'est le cas des applications qui sont destinées uniquement à l'entreprise pour iOS.
Et puis, il faut savoir que il y a deux plateformes, il y a deux spécificités, il faut des screenshots différents, il faut des descriptions qui ont des formats un peu différents, etc. Donc, il faut faire attention à ça. Le dernier point d'attention sur les stores publics, c'est que votre application est visible, téléchargeable pour tout le monde. Et du coup, dans certains cas, si c'est une application qui est prévue vraiment pour un public cible ou qui a des problématiques de sécurité un peu particulières, vous pourriez ne pas vouloir que ce soit accessible à tout le monde. Il faut faire attention à ça. Donc, en conclusion, les stores publics sont idéaux quand on veut s'adresser à une population assez large, mais il faut anticiper et préparer le déploiement quelques semaines à l'avance. Et avec les contraintes que j'ai listées, on voit que ce n'est pas forcément adapté à tous les cas d'usage. Donc justement, quand vous vous adressez à un public un peu plus ciblé, un public plus restreint, typiquement si c'est une application qui est d'abord juste pour l'équipe projet, quand je suis en phase de développement de mon app, pour les 500 bêta-testeurs, pour une application bancaire par exemple, les 2000 partenaires d'un réseau de revendeurs ou les 80 000 collaborateurs de mon entreprise. Dans ce cas-là, la cible est bien définie, c'est un public restreint, et dans ce cas-là, on va éviter les stores d'Apple et Google, puisque leurs contraintes ne vont pas être adaptées au mode de diffusion qui est souhaité. Vous allez devoir faire appel à une solution de store privé. Il en existe plusieurs, dont Appaloosa. Il est important d'en choisir une qui va correspondre aux contraintes liées à l'application et liées à votre public cible. Typiquement, il va vous falloir un outil qui soit cross-platform. Si vous avez une application iOS et Android, il faut un store qui soit intégré à vos autres outils de l'entreprise pour pouvoir faciliter les développements et la diffusion de l'application. Il faut un store qui ait le niveau de sécurité adéquat en fonction de la sensibilité de votre application, mais que l'usage reste simple pour les utilisateurs pour qu'ils puissent accéder très rapidement aux applications sans aucune contrainte. Et puis, il faut un temps de déploiement qui soit court, voire quasiment nul, quand c'est des applications en particulier en phase de test où on a beaucoup de versions qui sont faites en un court laps de temps. On ne veut pas avoir de temps de validation. On va vraiment insister, mais c'est essentiel de vraiment choisir le bon outil parce que malheureusement, pour les applications d'entreprise, la diffusion est souvent assez peu efficace. Je vous donne deux chiffres là à l'écran qui pourraient illustrer ça. Aujourd'hui, 71% des entreprises disposent d'une application mobile interne. Pour autant, en moyenne, il n'y a que 20 à 25% des collaborateurs qui y ont accès. C'est un décalage qui est assez important vis-à-vis de la cible et c'est autant d'applications qui ne sont pas utilisées à leur plein potentiel. Ça reflète une inadéquation entre les outils utilisés pour la diffusion et le public cible à atteindre. Donc, ce qu'on va vous proposer là dans la suite, c'est de mettre l'accent un peu sur deux solutions d'App Store d'entreprise. En fait, il y a deux grands types principaux d'App Store privés. Il y a les MDM, Mobile Device Management, et MAM, Mobile Application Management. J'en parle sur la slide suivante. Voilà. Les MDM sont des solutions qui vont prendre le contrôle de tout l'appareil. Donc, ce sont des Mobile Device Management. Elles vont prendre le contrôle de tout le device, pouvoir pousser des configurations sur l'appareil. C'est prévu plutôt pour des cas d'usage dans des environnements où le risque est assez élevé. Quand vous avez des appareils qui sont en self-service, qui doivent être bloqués sur une seule application, ou éventuellement dans des cas où vous avez un OS bien particulier, un format d'OS bien particulier pour vos appareils. C'est typiquement les milieux du gouvernement, le militaire, des environnements à risque assez élevé. Vous avez de l'autre côté des outils de type MAM, de Mobile Application Management, qui vont pouvoir gérer les applications, pas tout le device, ils vont prendre le contrôle uniquement des applications d'entreprise. Il y a une vraie séparation entre le côté pro et le côté perso qui sont créés sur l'appareil, mais ça permet quand même un certain niveau de configuration, notamment au niveau des applications. Et ces outils-là sont vraiment indiqués dans des environnements typiquement BIOD, où on va utiliser les devices des collaborateurs pour diffuser des applications. C'est particulièrement aussi intéressant quand on a besoin de déploiements très rapides dans des phases de test, de livraison d'applications, de validation d'applications. Quand on a un prestataire qui nous envoie plein de versions, c'est intéressant que ça aille vite. C'est aussi pertinent quand on a des partenaires, des personnes extérieures à l'entreprise, un réseau de revendeurs par exemple, des testeurs externes aussi. Et dans ce cas-là, c'est utile d'avoir ce type d'outil-là plus léger et plus ciblé en termes de gestion. Après, il faut savoir qu'on travaille avec de nombreuses entreprises qui ont les deux types d'outils selon la population qu'ils visent. Ils peuvent utiliser les deux.
C'est résumé en un slide, je passe rapidement dessus, mais l'idée c'est que vous avez en fait tout à droite les outils qui sont prévus pour le grand public, le Play Store, l'Apple App Store, ça résume un peu ce que j'ai dit là. Prévu pour grand public, c'est pas prévu pour les applications d'entreprise. Tout à gauche, vous avez les outils qui sont forcément un peu moins pratiques, mais qui sont prévus pour les devices d'entreprise qui doivent être complètement gérés. Et qui ont un usage un peu moins pratique, et puis les solutions de type MAM, plutôt destinées aux devices personnels, et qui sont des solutions de type Aperion ou Appaloosa. On va passer à la suite. Juste avant de résumer les points clés qu'il y a eu dont on a parlé pendant cette présentation, on voulait juste vous parler d'un cas d'usage justement qui illustre les différents points qu'on a évoqués ci-dessus. Olivier, vous détaillez un peu leur expérience avec Enedis. Voilà, alors effectivement, il y a quelques années, Enedis souhaitait tester différentes solutions pour identifier et contrôler des matériels et équipements de sécurité. Donc ils avaient besoin d'accompagnement sur le développement mobile et donc d'étudier les différentes solutions qui pouvaient être mises en place. Donc on a étudié avec eux la nécessité déjà d'avoir ou non une application mobile. Ça a rapidement été confirmé puisqu'ils avaient besoin de lecture, de fonctionnalités de lecture de QR code et de lecture et écriture de tags NFC. Vous avez également besoin pour des personnes qui sont en intervention sur le terrain, dans des zones pas forcément bien couvertes par la 3G et la 4G, et donc ils avaient besoin de ce mode déconnecté. Donc voilà, donc ça, on a confirmé très rapidement la nécessité finalement d'avoir ce type d'outil mobile, et donc est venue la question du choix de la technologie. Donc c'est un projet qui a démarré il y a quelques années, qui continue encore aujourd'hui, mais il y a quelques années, on était toujours sur iOS, Android et Windows. Donc on a fait le choix de partir sur le framework Xamarin, qui permettait et qui permet toujours d'adresser ces trois OS, même si maintenant, enfin aujourd'hui, la version Windows a été abandonnée. Voilà, aujourd'hui, l'application qui est partie d'une petite application de test d'un petit POC à destination d'une dizaine, une quinzaine d'utilisateurs. Aujourd'hui, elle est en cours de déploiement sur 700 sites en France, à destination de 22 agents sur le terrain, et elle référence environ 300 000 équipements et matériels de sécurité. C'est un projet vraiment super intéressant parce qu'on voit que grâce à la démarche rigoureuse justement pour les différents choix, pour le choix de la technologie, etc., c'est un projet qui a été amené à un vrai succès à grande échelle en plus. Il faut savoir aussi en plus que Enedis utilise Appaloosa justement pour les phases de test, de validation de leurs apps dans l'équipe de mobilité. C'est un beau projet. On a brossé un peu les différents types toutes les étapes un peu de la création d'une application. Je vous propose qu'on résume rapidement. Olivier, je te propose de résumer le début. Très bien. Oui, tout à fait. Alors, très bien. Oui, alors effectivement, on a parlé de la nécessité d'avoir une application. Donc en résumé, c'est finalement, il faut se concentrer sur le mode déconnecté et où l'utilisation, enfin la nécessité d'utiliser des capteurs. Donc ensuite, une fois que vous avez confirmé ce besoin d'application mobile, il va falloir choisir la technologie. Donc dans ce cas-là, comme l'expliquait Yannick, il faut pouvoir définir vos priorités évidemment et vous appuyer sur un prestataire multi-technologie qui aura donc un conseil objectif sur la bonne technologie à utiliser qui sera adaptée à votre projet, à vos contraintes, à vos équipes et au futur de l'application mobile. Par exemple, dans les cas où vous souhaitez reprendre en maintenance une application qui aurait été développée par votre prestataire. Donc c'est important d'y réfléchir dès le départ. Aussi important finalement que de déterminer les différentes cibles, les différents systèmes sur lesquels votre application devra fonctionner. Et pour ça, donc, on l'a vu, on est confronté à des problématiques sur des tests. Donc, on vous conseille de privilégier des périphériques réels ou des systèmes cloud. Vous avez dû le voir tout à l'heure sur un slide. C'était une citation
de Google qui dit que finalement, si vous voulez faire du test réel, le seul moyen, c'est de le faire sur un périphérique réel. Voilà. Ensuite, on a parlé des systèmes cloud qui vont vous permettre d'élargir le nombre de configurations sur lesquelles vous allez pouvoir déployer votre application et la tester, et de combiner aussi des tests manuels automatisés, et éventuellement également de faire appel à du test participatif. Enfin, pour fluidifier les développements, mais pas uniquement, évidemment, pour aussi diffuser une application dans l'entreprise une fois en production, vous allez pouvoir utiliser et intégrer dans votre plateforme d'intégration continue un store privé. Voilà, pour nous, ce sont les différents axes sur lesquels il faut effectivement travailler, et un petit peu la stratégie peut-être qu'il faut essayer de suivre pour la conception, le développement, la diffusion et le déploiement de vos applications mobiles. Côté distribution, je vais insister forcément, hein, mais c'est important de vraiment préparer cette distribution en amont, hein. Le constat il est simple aujourd'hui. À peu près 25% des collaborateurs accèdent vraiment à vos applications internes, donc c'est important de bien prendre ça en compte. On vous conseille aussi de bien vous appuyer sur le BYOD, le Bring Your Own Device. C'est une tendance très forte aujourd'hui pour les collaborateurs de venir et d'utiliser leur device personnel au travail. Par contre, c'est important d'avoir les bons outils pour bien séparer le côté pro et le côté perso et s'assurer qu'il n'y ait pas d'empiètement sur la vie privée du collaborateur. Donc, il faut vraiment pas hésiter à vous tourner vers les stores privés lorsque vous avez un public assez ciblé. Donc, il faut bien choisir les outils adaptés. Je vous propose, j'imagine que certains d'entre vous sont déjà à l'étape d'après, vous développez peut-être déjà beaucoup d'applications en parallèle sur plusieurs technologies, plusieurs équipes, plusieurs outils de diffusion. Vous êtes sans doute mûrs pour passer à l'étape d'après, l'automatisation et l'intégration continue. C'est des méthodes qui vous permettent de mettre en place un enchaînement d'actions automatiques depuis le code jusqu'à la distribution, en passant par toutes les étapes, le build, le test, la resignature de votre application. Sully dispose d'une très forte expertise dans la construction de telles chaînes d'intégration continue. Palooza s'interface avec la plupart des outils de ces chaînes d'intégration et on travaille activement sur des briques de fonctionnalités qui sont en lien avec tout ça. Donc, ce qu'on vous propose, si jamais vous êtes rendu encore un peu plus loin et que vous voulez poursuivre la discussion pour approfondir un peu les choses, c'est de vraiment pas hésiter à soit nous le signaler dans le chat, soit revenir vers nous, vous aurez nos coordonnées à la fin, venir vers nous pour échanger après cette présentation sur tous ces sujets-là avec vos équipes dans vos locaux avec grand plaisir. Est-ce que vous avez des questions? J'ai pas la main, Olivier, exactement pour voir tout le chat et les questions. Donc, si tu nous dis si tu vois des questions. Je crois que j'en ai vu passer une ou deux tout à l'heure. Je ne t'entends pas, Olivier. Pardon, excusez-moi. Oui, je disais, il y a des questions qui ont été posées effectivement. Alors, on a notamment une première question où on nous demande de citer un service de test participatif. Donc, il en existe plusieurs. Celui qu'on pourrait citer, c'est Applause. Donc, ça s'écrit A2P LAUSE. Donc, vous pouvez aller visiter leur site. Vous verrez quel type de services ils peuvent proposer. Il y a différentes volumétries, c'est-à-dire que vous pouvez faire appel à eux, par exemple, pour une dizaine de testeurs, comme plusieurs milliers de testeurs sur votre application. Voilà. Ensuite, une autre question qui est quelles sont les technologies mobiles, d'après vous, qu'il faut suivre en 2019? Alors, il y en a beaucoup. Effectivement, on a parlé pas mal de multi-technologies. Donc, il y a beaucoup de technologies qui existent déjà depuis plusieurs années pour la plupart. On a quand même depuis quelques mois, on va dire, presque années, une technologie qui émerge vraiment, c'est Flutter. Donc, c'est une technologie qui est cross-platform, proposée par Google. Donc, la V1.0 est sortie, si je dis pas de bêtises, en début décembre 2018. Voilà, c'est un framework qui évolue assez vite,
qui promet des performances très élevées, hein, du 60 FPS sur les animations, qui est basé sur un langage qui s'appelle le Dart, qui a été développé en 2010, qui est né en 2010, et qui justement est axé sur la performance. Voilà, donc pour nous, la techno sur laquelle il faut peut-être aller courant 2019, c'est Flutter. D'un autre côté, on fait de la R&D, on a été assez présent dès le début des premières versions de cette technologie-là. Notre avis aujourd'hui, c'est que c'est un petit peu tôt pour l'utiliser. Mais ça peut vraiment aller très vite, hein. Google sait porter ces technologies et sait communiquer dessus aussi. Aujourd'hui, on est en version 1.4, il me semble, 1.3 ou 1.4. Donc, ça montre aussi qu'il y a eu pas mal de corrections entre décembre et aujourd'hui, entre décembre 2018 et aujourd'hui. On sait qu'il y a un grand nombre d'architectures aussi utilisées. Donc voilà, c'est pas encore tout à fait mature pour des projets en production. Alors tout dépend du type de projet évidemment, hein. Pour des projets relativement simples, axés sur pas mal d'animations, sur pas mal de visuels, ça peut vraiment être intéressant et acceptable en production. Pour des applications un peu plus critiques, qui doivent faire appel à de nombreuses fonctionnalités, voilà, vous prendrez peut-être aujourd'hui le risque de partir sur une des architectures qui sont concurrentes aujourd'hui, il y en a 7, et donc de devoir réécrire dans pas très longtemps votre application. Voilà, donc Flutter quand même à surveiller, peut-être à utiliser en production sur des applications relativement simples aujourd'hui, mais peut-être dans 3 mois ça changera. Ensuite, on a une autre question. Pouvez-vous donc nous en dire plus sur les tests cloud et sur leur fonctionnement? Alors on a cité plusieurs types de services, hein, dont BrowserStack ou CTest. Bon, prenons BrowserStack par exemple. Ce qui est proposé, donc c'est un abonnement annuel ou mensuel, et donc on vous donne accès via le cloud à plus de 2000 configurations réelles, périphériques réelles et configurations réelles, via donc un navigateur. Donc ça veut dire que vos équipes de développement vont pouvoir diffuser les builds réalisés pour l'application mobile Android, iOS, sur cet espace-là qui est sécurisé, et donc choisir parmi ces 2000 configurations celles sur lesquelles on va vouloir diffuser l'application. Donc on voit le périphérique, on peut faire la plupart des tests. Alors ça remplace pas du test sur périphérique réel, mais enfin c'est du test sur périphérique réel, mais ça effectivement tout ce qui est tactile, vous n'allez pas pouvoir forcément l'utiliser sur ce système cloud. Malgré tout, vous pouvez obtenir des logs et pas mal d'informations assez intéressantes sur ces systèmes. Voilà. Donc c'était tout, je pense, pour les questions qui concernent plutôt Sully Group. Adrien, est-ce que tu as, toi, de ton côté, d'autres questions, Ouais, ou réponses à donner? Rapidement, puisque je vois qu'on a atteint l'heure prévue, donc je vais aller rapidement. Il y avait une question sur le type d'app qu'on supporte. Donc effectivement, nous, on supporte tout type d'app, hein, application. Après, ça dépend des stores privés que vous choisissez, hein. Si ça concerne Appaloosa héberge tout type d'applications, donc c'est un binaire, donc des applications natives, cross-platform, ça peut même être des liens web. Il y avait une question sur le niveau de gestion qui peuvent être atteints par les stores privés. Donc effectivement, que vous choisissiez un MDM ou un MAM, il va y avoir un niveau de gestion des applications qui va être plus ou moins poussé. Un MDM qui gère tout le device peut gérer toutes les applications comme il souhaite. Un MAM, on a tendance à penser qu'il ne peut pas gérer grand-chose, alors qu'en fait, si, il peut gérer assez efficacement les applications. Il peut supprimer des applications à distance. Maintenant, il peut installer quelques applications silencieusement. Il peut faire des mises à jour silencieuses. Donc, c'est intéressant de regarder aussi des solutions MAM plus légères, mais qui finalement permettent une gestion assez poussée. Voilà, je crois que c'était tout. Pardon, Adrien, je vois une autre question qui est, j'ai vu le sigle B2E et on nous demande business to what? Voilà, c'est business to employee.
Effectivement, j'ai oublié de l'expliciter. Donc, le cas d'usage B2E, c'est business to employee, ça veut dire c'est l'entreprise qui déploie des applications pour ses propres collaborateurs, et donc qui veut des outils de productivité, de simplicité, de gestion plus efficace des apps, de gestion au quotidien, hein, du travail pour ses collaborateurs. J'espère que j'ai répondu à la question. Je crois que oui. Super. Bien, s'il n'y avait pas d'autres questions, on va pouvoir clore ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions qui viennent par la suite. Vous avez nos coordonnées ici, hein, pour Sully Group, Olivier et pour Appaloosa, moi-même. Vous pouvez prendre contact avec nous sans problème, soit pour des précisions sur cette présentation, soit pour aller plus loin, pour prendre rendez-vous. Merci à tous. Et donc, effectivement, comme le disait Adrien, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions par la suite ou si vous souhaitez que l'on se rencontre ou qu'on vous apporte du conseil un petit peu dans tout ça, au milieu donc de toutes les questions qu'on a pu se poser aujourd'hui. Voilà. Merci encore pour votre participation et j'espère à très bientôt. Vous allez recevoir un petit questionnaire très très rapide, hein. Il y a 3 questions qui vous sont posées, notamment les sujets que vous aimeriez bien voir abordés pour nos prochains webinaires. Donc voilà, j'espère que vous pourrez nous indiquer les sujets qui vous intéressent le plus. On va organiser ce type d'événement régulièrement au sein de Sully Group et avec nos différents partenaires, dont Appaloosa évidemment. Merci encore, bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.